Bien, bonjour, bienvenue. Nous allons continuer notre petit cheminement en cosmologie physique. La semaine dernière, j'ai donc tenté de vous montrer que l'objet même de la cosmologie, l'espace en tant que tel, le temps, l'univers, le contenant plus que le contenu, était un objet extrêmement complexe et que peut-être plus que d'autres champs disciplinaires au sein même des sciences de la nature, il convoquait une pensée subtile quant à l'articulation entre l'ordre et le désordre, peut-être ce que les philosophes Deleuze et Guattari nommaient un chaosmos, et c'est, je crois, dans toute l'ambiguïté et pourtant la précision de cette pensée, quand on l'appréhende du point de vue des sciences physiques, qu'il va nous falloir tenter de penser, de creuser, peut-être d'excaver, pour tenter de comprendre quelque chose à notre environnement cosmologique en son sens le plus général ou le plus générique. Alors, ce qui me semblait intéressant dans notre première confrontation avec ces idées, c'était d'abord, me semble-t-il, de sentir la grande modestie qui est celle de la science de la nature, puisqu'il est avant tout question de tenter de l'appréhender avec des yeux virtuels éventuellement, qui sont plus généraux que ceux dont la nature nous a dotés, eu égard à l'évolution dont nous sommes la résultante. Autrement dit, pour tenter de sonder l'incroyable diversité des visages du cosmos, il faut le scruter avec des moyens d'investigation qui dépassent ce qui est nécessaire pour notre contingence d'êtres humains. Et nous avions vu la semaine dernière que depuis les ondes radio jusqu'aux rayons gamma, en passant par les infrarouges, par les micro-ondes, par les ultraviolets et par les rayons X, c'est une fantastique diversité des images du ciel qui s'imposent à notre regard, et que finalement, à la question apparemment triviale de la véritable apparence du cosmos, il n'est pas de réponse unique. Et j'aime assez que nous ayons commencé notre cheminement déjà avec cette idée qui reviendra pour moi comme un leitmotiv de l'extraordinaire diversité, multiplicité, voire parfois irréductible plurivocité du réel qui nous entoure. Et puis je vous avais montré qu'au-delà de la lumière, il était aussi loisible de sonder l'univers avec la matière, par exemple avec les rayons cosmiques ou avec les neutrinos, et qu'eux aussi présentaient d'autres visages, donc d'autres étrangetés, d'autres phénomènes inattendus à l'œuvre dans l'univers, et qu'au-delà encore de ces derniers, il était maintenant possible de le sonder grâce aux ondes gravitationnelles, et donc de voir l'univers avec des yeux de géomètre, ce qui est extraordinairement intéressant et sans aucun doute révélera dans les années ou décennies à venir d'autres objets, peut-être même d'autres structures morphologiques dans l'univers. Voilà, donc c'était un premier jalon, dirais-je, en direction de la magnifique étrangeté du monde qui nous entoure, étrangeté pourtant à laquelle la science de la nature parvient aujourd'hui à donner une certaine cohérence que je vais tenter de vous présenter tout au long de ce petit cours et de ce cheminement commun que nous allons maintenant mettre en œuvre. Et une fois de plus, je le dis comme à chaque séance, mais pardonnez-moi d'être un peu répétitif sur ce point, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de vous donner de l'information, c'est de vous donner matière à penser. Et donc n'hésitez pas à me contredire, ne me suivez pas, évidemment, c'est ce que disait Zarathustra à ses disciples, même si évidemment je ne me prends pas pour lui. Il est très important que vous preniez toutes mes suggestions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des invitations à une reconstruction de votre part, et certainement pas à des dogmes à considérer comme tels. S'il y a bien une chose dont je suis persuadé, c'est que notre contemporain est bien trop dogmatique, bien trop impérialiste dans ses manières d'appréhender le monde, et bien sûr, je vous invite à mettre en œuvre cette sagacité intellectuelle qui doit être la vôtre en tant qu'étudiant. Et pour moi, mon rôle de professeur, avant même de vous donner du savoir, ce qui bien sûr est une partie de ce rôle, c'est de vous inviter à réfléchir, à déconstruire, à reconstruire, à être toujours dans ce geste de perspicacité et de doute qui définit dans une certaine mesure la méthode scientifique, mais qui au-delà, je crois, définit finalement l'intelligence dans toutes ses formes, qu'elles soient artistiques, scientifiques ou littéraires. Il s'agit toujours de cette posture de nuance et de subtilité à laquelle je ne me lasserai pas de vous rappeler et que je tenterai, dans la mesure de mes possibilités, de mettre en œuvre de mon côté. Alors, aujourd'hui,
j'aimerais que nous nous posions pour commencer une question un peu élémentaire. Je crois que nous sommes tous d'accord que l'interrogation relative à la nature ou à la structure de l'univers est en quelque sorte une évidence. Il est trivial que de tout temps l'humanité, peut-être même d'ailleurs les animaux, se sont posé cette question du monde dans lequel nous vivons. Comment se fait-il donc qu'à cette interrogation si ancienne, si fondamentale, si évidente, les réponses cohérentes soient si récentes? Cet enseignement n'aurait pas pu avoir lieu il y a 20 ans. Je n'aurais pas pu faire ce cours il y a 20 ans. Alors moi-même, c'est évident, puisque j'étais à votre place, j'étais l'étudiant. Mais personne n'aurait pu le faire. Parce que la cosmologie, la science de l'univers, n'était pas encore digne d'intérêt. Elle n'était pas encore une discipline universitaire reconnue et suffisamment institutionnalisée pour qu'un enseignement y soit dispensé dès le niveau de la licence. Et la raison pour cela est avant tout expérimentale. Je dirais que depuis quelques décennies, la cosmologie est devenue une science de précision parce que nous avons des mesures, parce que nous avons des instruments qui sont maintenant capables de sonder l'univers avec une précision telle que, dirais-je, la construction théorétique ne tourne pas à vide. Il est possible de la mettre à l'épreuve des faits, même si ces faits sont bien sûr toujours questionnables en tant que données pures, mais au moins à l'épreuve d'observations qui sont signifiantes, précises, reproductibles, et donc qui constituent des guides précieux pour une élaboration physico-mathématique du réel. Alors pourquoi est-ce que ça a été si long ? Pourquoi finalement est-ce que les expériences ou observations dignes de confiance dans le champ cosmologique ne sont-elles pas apparues quelques siècles ou quelques millénaires avant cet instant particulier que constitue la contemporanéité de l'investigation cosmologique? Et je crois que la réponse à cette question a essentiellement trait aux spécificités de la cosmologie physique. Donc je voudrais vous montrer rapidement quelles sont les différences notables entre le champ cosmologique et le reste de la science, bien que, et nous y reviendrons dans une certaine mesure, la cosmologie condense ou concentre, peut-être même effondre ou précipite tous les autres domaines de la physique. Donc vous verrez qu'à la fois elle est exemplaire, puisque tout s'y retrouve, mais que pourtant elle est singulière, et que ces singularités, qui sont autant de difficultés, sont incontestablement les raisons pour lesquelles il a été long et délicat de mettre en œuvre une authentique et véritable cosmologie physique. Alors quelles sont-elles ? Je dirais que le premier point nodal des spécificités de la cosmologie c'est certainement d'abord que l'homme appartient à l'objet d'étude. Nous faisons partie du système considéré. Autrement dit, nous sommes irrémédiablement prisonniers de l'univers. Alors cette remarque pourrait paraître secondaire ou purement rhétorique. Elle l'est en partie, mais pas exclusivement. Comprenez bien qu'en sciences de la nature, il est essentiel de se distancier autant que faire se peut de l'objet étudié, de façon à minimiser les interactions avec ce dernier et par conséquent, sauf quand elles sont voulues naturellement, et par conséquent de le voir en tant que tel et non pas en tant qu'il interagit avec l'observateur. Permettez-moi de commencer par un exemple caricatural dans le domaine des sciences de la nature. C'est étonnant. Pendant très longtemps, les éthologues, donc les spécialistes des comportements animaux, ont cru connaître les relations entre les grands singes, au moins partiellement, à partir des observations dans les zoos. Et récemment, des observations plus subtiles, menées dans leur milieu naturel, ont montré bien sûr que les conclusions qui avaient été tirées des observations en milieu carcéral, parce que c'est quand même ainsi qu'il faut appeler les zoos, étaient bien évidemment erronées, mais c'est normal, n'est-ce pas ? Si vous essayez de comprendre la sociologie des hommes à partir de l'observation des quartiers de haute sécurité des prisons américaines, il est évident que vous ne comprendrez rien à la subtilité de ce qui nous caractérise en tant que civilisation ou société. Et de même,
croire, comprendre les interactions entre les primates à partir de l'itération, disons de l'exemple incroyablement atrophié et infléchi que constitue leur comportement dans les eaux était sans aucun doute présomptueux. Et de même en physique, il est très important quand on s'intéresse à un système de tenter de se distancier de ce système de façon, au moins en principe, à pouvoir le comprendre ou le scruter en tant que ce qu'il est. Or, on ne peut pas sortir de l'univers. Alors bien sûr, vous pourriez objecter que c'est déjà le cas, par exemple, quand on fait des géosciences. Nous sommes sur la Terre, certes, mais on peut, si ce n'est en fait, au moins en droit, imaginer être sur la Lune et contempler la Terre. D'ailleurs, des satellites contemplent la Terre depuis l'extérieur. Vous pourriez objecter que quand on fait de l'astrophysique galactique, là, cette fois, on ne peut pas sortir de la galaxie. Et vous avez raison. On ne peut pas sortir de la galaxie. On ne peut pas le faire. Mais on pourrait imaginer le faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait se mettre en tant qu'expérience de pensée à la place d'un alien se trouvant sur la galaxie d'Andromède et scrutant notre Voie lactée. On ne sait pas le faire, mais on sait l'imaginer. Et on peut se poser une question signifiante. Qu'est-ce que cet alien comprendrait, verrait, discernerait en étudiant la Voie lactée? Le problème de l'univers en tant que tel, c'est que je ne peux même pas imaginer être extérieur à l'univers et contempler ce dernier, parce que je ne suis pas Dieu. Et dès lors que je suis physicien, je dois faire avec cette finitude, et l'univers est la totalité de ce qui existe, universus en latin. Par conséquent, si je pouvais sortir de l'univers, je serais encore dans l'univers. C'est une contradiction dans les termes. Et donc, il est impossible, sauf dans des cas complexes de multivers, mais ça j'y reviendrai au dernier cours, au moins suivant l'acception canonique ou usuelle, il est impossible de s'extraire de l'univers et de le scruter. Et donc ça vous voyez que c'est compliqué parce que non seulement d'un point de vue concret, mais aussi d'un point de vue conceptuel, il est impossible de se distancier tout à fait de l'objet d'étude. C'est un peu, l'analogie est lâche, hein, elle est une image, mais c'est un peu le type de problématique qu'on trouve par exemple en neurosciences. Jusqu'où un cerveau peut-il se penser lui-même? C'est une question très intéressante parce qu'il serait naturellement inopportun de conclure qu'il est impossible de se penser soi-même. Les neurosciences existent et conduisent à des résultats absolument fondamentaux, extrêmement intéressants. Donc il est un fait que ça fonctionne. Mais il est également un fait que c'est compliqué, que c'est délicat, qu'il faut être circonspect, parce que vraisemblablement, il est impossible à un cerveau de se penser objectivement en tant que tel. Donc voilà le type, dirais-je déjà, de précaution qu'il faut garder en mémoire quand il va s'agir de penser l'univers dans son ensemble. Alors évidemment, nous ne sommes pas capables de beaucoup influer l'univers, influencer l'univers. Heureusement, hein, quand on voit la célérité avec laquelle nous dévastons notre planète, menant droit à des catastrophes absolument sidérantes et consternantes, il est heureux que nous n'ayons pas cette même possibilité à l'échelle de l'univers. Mais au-delà de cette réserve de fait, il y a une réserve de droit. Bien, ça pourrait être pire. Deuxième point, plus fondamental encore. Deuxième réserve. L'expérience est irreproductible. C'est plus grave. Ce que je veux ici signifier, c'est qu'il est impossible de refaire l'expérience création de l'univers. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et rejouer le Big Bang. Je n'ai qu'un Big Bang, je n'ai qu'un cosmos à ma définition. Mais ça c'est problématique, parce que vous voyez bien qu'en sciences de la nature, il est question d'expérience reproductible. Je lance un objet, je vois une trajectoire, je relance l'objet dans les mêmes conditions et je vois à nouveau la même trajectoire. C'est très important dans le processus d'inférence des lois d'être en mesure de réitérer des expériences dans des conditions similaires et donc d'observer des régularités. Mais je n'ai qu'un cosmos sous la main. Je ne peux pas rejouer l'expérience. Et l'unicité de l'objet d'étude le rend par là même structurellement complexe à étudier.
Soyons un peu plus concrets. Si je lance 3 fois de suite une craie dans les mêmes conditions, exactement dans les mêmes conditions, la trajectoire sera la même, n'est-ce pas? Vous verrez dans tous les cas une trajectoire parabolique. Mais le rebond de la craie sur l'objet sera parfois par ici, parfois par ici, parfois par là. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'état de surface très précis de la table, là où elle tombe, de son éventuelle infime rotation pendant le mouvement parabolique. Ce sont des choses qui ne sont pratiquement pas contrôlables. Ce sont des circonstances quasiment contingentes, puisqu'une différence infime, incontrôlable, dans les conditions initiales pourra donner lieu à des résultats différents dans les conditions finales. Et bien sûr, je vais considérer que la manière précise dont la craie rebondit est un phénomène contingent, c'est-à-dire qui aurait pu être autre, tandis que lorsque je la lance de la même manière, la trajectoire est nécessaire, elle est fixée par les lois de la physique, en l'occurrence par la gravitation universelle newtonienne. Mais, n'ayant qu'un univers, quand j'observe le cosmos autour de moi, comment savoir ce qui relève de circonstances essentiellement aléatoires et donc de la contingence, et ce qui relève d'une nécessité inhérente à la structure physique de l'univers et donc de la nécessité. Alors évidemment, si je m'intéresse par exemple à l'apparition de l'espèce humaine sur Terre, il est à peu près certain que c'est contingent, que si il n'y avait pas eu une interaction, ou plus exactement l'écrasement d'un météore sur la Terre il y a quelques dizaines de millions d'années, les dinosaures seraient encore autour de nous et que vraisemblablement les hommes n'existeraient pas, bien sûr. Mais si je m'intéresse à des phénomènes plus globaux que l'existence de l'homme, moins marginaux pourrait-on dire, vous voyez, c'est toujours un rappel à la modestie, la science. Moi je trouve ça très beau. Modestie, bien sûr, qui n'invite pas à l'inaction. Que nous ne soyons qu'un parmi des millions d'espèces vivantes sur cette planète ne signifie pas que nous sommes sans importance et sans intérêt pour autant, évidemment. Vous savez, Hume parlait de la guillotine, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un passage évident du descriptif au normatif. C'est très important du point de vue éthique, ça. Guillotine de Hume. Bien. Donc, ce que j'essaye ici d'expliquer, c'est que je ne sais pas ce qui, dans le cosmos tel que je l'observe aujourd'hui, est nécessaire, ce qui se reproduirait à l'identique en recommençant l'expérience, et ce qui est contingent, c'est-à-dire ce qui résulte de phénomènes aléatoires qui ne sont pas structurellement liés aux lois de la science. Et donc, n'observant qu'un cosmos, je dois faire des paris dans mon observation. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat d'un point de vue technique et conceptuel. Mais technique aussi, hein. Ce n'est pas une remarque purement philosophique. Par exemple, aujourd'hui, les cosmologistes, quand ils rendent compte des observations menées dans le fond diffus cosmologique, vous savez, ce rayonnement fossile dont je vous ai parlé, qui est la première lumière de l'univers, qui est une sorte de rémanence des premiers instants, des premières centaines de milliers d'années qui ont suivi le Big Bang, eh bien, quand on investigue ce fond diffus cosmologique, on doit tenir compte dans les barres d'erreur, c'est-à-dire dans les mesures des incertitudes qui entachent l'observation, on doit tenir compte de l'unicité de l'univers. Et au petit nombre d'ondes, c'est-à-dire aux grandes échelles angulaires, ce sont même ces incertitudes qui dominent. C'est-à-dire qu'il y a là une sorte d'inconnu irréductible qui n'est pas lié à la spécificité de l'instrument, mais qui est lié à quelque chose contre lequel on ne peut rien et on ne pourra certainement jamais rien, c'est le fait que nous n'avons qu'un seul ciel à disposition. Voilà. Et ça, il faut composer avec, il faut l'intégrer dans les mesures et dans la pensée de l'univers. Mais il y a pire. Troisième problème. Le problème des conditions initiales. Imaginez que vous connaissiez parfaitement bien les lois de la physique. Et je vous demande où cette craie que je vais lancer va-t-elle tomber? Vous ne pouvez pas répondre à cette question. Pourquoi ne pouvez-vous pas répondre à cette question? Précisément parce que je ne vous ai pas dit comment je l'ai lancé. Évidemment, il vous manque une donnée. Pour être un peu plus technique, vous avez une équation différentielle qui régit le mouvement de cette craie. Mais que vous manque-t-il pour savoir où elle tombe? Il vous manque les conditions initiales, c'est le problème de Cauchy. Et donc, pour pouvoir calculer l'état final d'un système avec les lois de la physique, il faut connaître
des conditions initiales qui sont toujours antérieures et extérieures à l'expérience considérée. C'est essentiel, cette antériorité et extériorité. Elles ne font pas partie de l'expérience. Quand on vous demande au lycée de résoudre un problème de physique, on vous les donne, les conditions initiales. Ce n'est pas le problème qui les fixe. C'est le professeur qui a écrit l'énoncé. C'est l'expérience précédente, si vous voulez. Le problème, vous l'avez compris, c'est qu'en cosmologie, il n'y a ni antériorité, ni extériorité au système univers. Alors, comment fixer les conditions initiales? Qui, quoi fixe les conditions initiales? Si l'on veut s'intéresser à une cosmologie du monde réel, et non pas à une cosmogonie des mondes possibles, il faut donc trouver en quelque sorte un mécanisme physique qui permette soit de fixer lui-même les conditions initiales, soit de s'affranchir de ces dernières par une sorte de mécanisme attracteur qui permette à l'état final d'être insensible au choix spécifique de l'état initial. Ce que réalise par exemple la théorie de l'inflation, dans une certaine mesure, qui suppose que la taille de l'univers, ou plus exactement le facteur d'échelle, a grandi de façon exponentielle dans les secondes qui suivent, les fractions de secondes bien sûr, qui suivirent le Big Bang. J'y reviendrai plus tard. Donc on sait le faire, mais c'est délicat, c'est complexe, ça impose, si vous voulez, une contrainte supplémentaire à la compréhension du système univers par rapport à ce qui serait nécessaire pour comprendre un système plus simple comme la chute d'une craie. Je mentionne deux autres spécificités. Quatrièmement, on raisonne, on doit raisonner à temps décroissant. Raisonnement à temps décroissant. Je m'explique. Dans les problèmes de physique que vous avez peut-être résolus dans vos jeunes années, on vous donne, comme je viens de le spécifier, l'état initial et vous cherchez l'état final. Bien. On ne vous donne pas l'état final. On vous donne l'état initial et vous cherchez l'état final. C'est important. Le sens du temps n'est pas anonyme. Mais en cosmologie, c'est le contraire. Ce que vous connaissez, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est un peu plus subtil, bien sûr, parce qu'en voyant loin, on voit dans le passé, je sais bien. Mais caricaturalement, ce que vous connaissez, c'est le monde aujourd'hui. Ce que vous cherchez, c'est le monde au voisinage du Big Bang. Et donc vous devez conceptuellement, intellectuellement, remonter le cours du temps. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, et je vais vous expliquer pourquoi. Reprenons notre expérience favorite, la chute de la craie. Si je la lance comme ça, hop, vous voyez une parabole. Imaginez que vous m'avez filmé. On coupe le début, le moment où je la lance, et on coupe la fin, le moment où je la réceptionne. D'accord? Et on passe le film. Qu'est-ce que vous voyez? La craie qui décélère, passe par un maximum et réaccélère. Un maximum de hauteur et un minimum de vitesse qui ensuite réaccélère. Maintenant, imaginez qu'on passe le film à l'envers. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la craie qui décélère, qui passe par un maximum de hauteur, minimum de vitesse et qui réaccélère. C'est exactement la même chose. Ça signifie que cette expérience est symétrique par renversement du temps. Si vous ne voyez pas mes mains, qui évidemment triche, parce que vous voyez le geste, si vous ne voyez pas mes mains, si vous voyez juste le mouvement de la craie, vous ne pouvez pas savoir lequel des deux films est passé à l'endroit et lequel des deux films est passé à l'envers. Ça veut dire que l'évolution d'un corps dans le champ gravitationnel est symétrique par renversement du sens du temps. Mais c'est très profond ça, parce que c'est quand même problématique. Le temps s'écoule, on vieillit, on va mourir. Le monde, lui, n'est pas symétrique par renversement du temps. Nous en faisons quotidiennement l'expérience. Mais comment se peut-il qu'émerge un cosmos qui n'est pas invariant par temps croissant versus temps décroissant, alors même que les lois de la physique fondamentale semblent être symétriques par ce jeu de renversement? Alors bien sûr, la réponse à ça est compliquée, et si on a le temps, on y reviendra. Mais je vous donne un élément de réponse pour sentir d'où ça peut venir, et dans quelle mesure c'est fondamentalement lié à la complexité. Imaginez une goutte de lait qui diffuse dans du café. J'y reviendrai dans quelques cours.
Là, si vous filmez, vous savez quel est le film à l'endroit et à l'envers. Le film à l'endroit, c'est le lait qui diffuse dans le café. Le film à l'envers, c'est le lait qui se reforme dans le café. Aucun d'entre nous n'a jamais vu une goutte de lait, n'est-ce pas, se reformer spontanément dans la tasse. Évidemment. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que ce n'est pas interdit par les lois de la physique. Les molécules pourraient parfaitement revenir au point de départ. Ça ne viole aucune loi fondamentale. Apparemment. En tout cas, aucune loi de la mécanique. Et pourtant, ça ne marche pas. Et pourtant, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Comment se fait-il que je puisse distinguer le temps croissant du temps décroissant pour la goutte de lait qui diffuse dans le café et que je ne le puisse pas pour le mouvement parabolique de la craie? Simplement parce que la goutte de lait est un système complexe, composé de milliards ou de milliards de molécules, alors que la craie est une particule unique. Enfin, évidemment, elle est composée d'atomes, mais à l'échelle macroscopique, elle est une particule unique. Je m'explique. Regardez bien. C'est assez simple en fait. La goutte de lait qui diffuse, elle est composée de molécules qui individuellement suivent des trajectoires aléatoires. Et donc, une molécule qui bouge au hasard, je ne peux pas savoir si quand je l'observe c'est à temps croissant ou à temps décroissant. Le hasard dans un sens ou le hasard dans l'autre sens, c'est pareil. C'est pareil. Mais quand je regarde un grand nombre de molécules, ça change tout. Pourquoi? Uniquement parce que la situation désordonnée, c'est-à-dire le lait qui a diffusé, ce qu'on appellerait en thermodynamique la situation d'entropie élevée. L'entropie étant une mesure du désordre ou de l'information manquante. La situation désordonnée, disais-je donc, elle est privilégiée pour une raison simple, c'est qu'elle est plus nombreuse. Il y a plein de manières différentes d'être en désordre, il n'y a qu'une manière ou presque d'être en ordre. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que dans l'amphi, vous êtes 100 personnes, 200 peut-être aujourd'hui. Vous vous classez de telle façon que le plus jeune soit ici, le plus vieux soit là. Vous vous classez par ordre d'âge croissant. Il n'y a qu'une manière de le faire, et vous êtes dans l'ordre. Et maintenant, je vous dis, mettez-vous comme vous voulez, en désordre. Il y a énormément de manières différentes. Disons factoriel 200, si on compte les permutations, c'est un nombre gigantesque de manières différentes de vous placer en désordre. Et donc, si je prends un placement au hasard, il a beaucoup plus de chances d'être au désordre, d'être en désordre, que d'être en ordre. Pas parce que chaque configuration du désordre est intrinsèquement privilégiée, mais parce qu'il y a un très grand nombre de configurations désordonnées, alors qu'il n'y a qu'une ou un petit nombre de configurations ordonnées. C'est ça la goutte de lait. Quand toutes les molécules se touchent pour former la goutte, ce n'est pas une situation particulièrement improbable si je regarde une configuration. Sauf que je n'ai qu'une configuration qui fait ça. Alors que si je regarde les molécules ayant diffusé et se trouvant de façon éparse dans le lait, j'ai un incroyablement grand nombre de différentes configurations qui me donnent la même impression d'un lait diffus, d'un halo de lait. Vous comprenez? Donc en fait, c'est le système complexe qui va favoriser une irréversibilité, c'est-à-dire une sensibilité à l'inversion du temps. Et le fait est que l'univers est un système complexe. Et donc que le raisonnement à temps croissant ou à temps décroissant n'est pas quelque chose d'anodin ou de trivial. Cinquième remarque. Les énergies en jeu sont plus grandes que celles testées sur Terre. Les énergies en jeu sont plus grandes que celles testées sur Terre. Qu'est-ce que je veux dire? Supposons que vous soyez chimiste. Pas de France. Non, je plaisante, hein, c'est une très belle science, la chimie. Supposons que vous connaissiez idéalement les lois de la chimie. Vous pouvez calculer de façon géniale ce qui se passe dans un organisme vivant. Vous pouvez comprendre ce qui se passe dans un feu de cheminée. Ce sont des réactions chimiques entre le carbone et l'oxygène. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui se passe au cœur du Soleil ou dans une centrale nucléaire? Vous, le chimiste idéal. Rien. Vous ne pouvez rien dire. Pourquoi? Parce que les lois qui régissent la physique nucléaire, permettant de comprendre les processus à l'œuvre au cœur de notre étoile, là où des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium chaque seconde,
ne sont pas les mêmes lois que celles qui permettent de comprendre comment les réarrangements électroniques à la surface des atomes permettent de constituer d'autres molécules. Ce que je veux dire, c'est qu'en changeant d'échelle, il y a, non pas un phénomène mystique d'émergence, mais il y a simplement d'autres lois de la science qui sont à l'œuvre. Même si les lois hyper fondamentales sont sans doute les mêmes, à voir, probablement à mon avis. Mais en tout cas, les lois effectives, celles qu'on utilise pour faire les calculs, ne sont évidemment pas les mêmes. Donc, si vous tentiez de comprendre le fonctionnement du Soleil en utilisant les lois de la chimie, vous n'auriez aucune chance de comprendre quoi que ce soit d'un tant soit peu signifiant. Et pourtant, c'est ce qu'on est obligé de faire. Si on veut parler, intelligemment si possible, de l'univers au voisinage du Big Bang, on parle du cosmos dans un état incroyablement chaud, avec des températures qui sont arbitrairement plus élevées que celles mesurées sur Terre. Les états d'énergie maximum que nous sachions faire aujourd'hui correspondent aux collisions de particules auprès du grand collisionneur de Genève, le LHC, donc typiquement une dizaine de téraélectronvolts. L'énergie de Planck, qui est celle de la gravité quantique, celle vraisemblablement qui eut lieu, disons, juste après le Big Bang, qui peut définir le Big Bang, est une énergie de 10 puissance 19 GeV. Vous voyez? Le LHC, c'est 10 puissance 4 GeV. On parle d'un facteur 10 puissance 15 entre les deux. C'est gigantesque. Donc restons modestes, là encore. Il est probable que ce qu'on propose quant à l'univers jeune, primordial, à partir des lois de la physique telles qu'elles sont bien connues, bien comprises, bien testées sur Terre, soit en grande partie inexact. Est-ce que cela signifie qu'on fait n'importe quoi pour autant? Évidemment pas. Et heureusement pas. Nous ne faisons pas n'importe quoi. Pourquoi? D'abord parce qu'on a des théories spéculatives, mais sérieuses, que ce soit la gravité quantique à boucle, la théorie des cordes ou d'autres, et on peut d'ailleurs dire beaucoup de choses, même sans utiliser la gravité quantique, donc bien sûr on n'est pas dans le noir absolu. Mais de plus, c'est un jeu subtil qui se joue dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux supposer la théorie correcte pour décrire le monde, mais je peux aussi utiliser le monde, en l'occurrence l'univers primordial, pour tester la théorie. Et bien sûr, tout est dans cette interface complexe entre utiliser ma connaissance théorétique pour décrire le réel et utiliser les observations du réel pour contraindre mon corpus de théorie. Et ça marche assez bien. On progresse comme ça. On arrive aujourd'hui, et moi je trouve ça remarquable, incroyable, presque miraculeux, à exclure des théories quant à ce qui s'est passé quelques milliardièmes de secondes après le Big Bang, donc au moment de l'inflation, à partir de l'observation du rayonnement fossile tel que le satellite européen Planck l'a récemment mis en œuvre. Donc nous ne sommes pas, ne croyez pas qu'on est dans une fumée brumeuse, dans Tartare. J'adore Tartare. Pour moi, c'est l'élément le plus intéressant de la théogonie hésiodique. Même les autres dieux le craignent, on en reparlera. Bref. Non, il y a une connaissance objective remarquablement cohérente, mais il y a aussi un risque. Il y a aussi de l'inconnu. Et bien sûr, tout l'enjeu de la recherche, c'est une prise de risque modérée ou au moins raisonnable en tant qu'elle se sait être telle. Bon, vous savez, je vais vous embêter avec ça, mais j'y tiens. Je ne vais pas cesser d'être comme ça dans l'inquiétude. Vous voyez, notre temps manque d'inquiétude. Chacun est tellement sûr de soi aujourd'hui. Cette lutte acharnée est tellement pauvre entre d'une part les hyper-rationalistes scientistes qui ne veulent entendre parler de rien d'autre que les calculs, la pure factualité, la vérité qu'ils croient détenir, alors même qu'ils ne se rendent pas compte que bien évidemment ce qu'ils observent est dépendant d'une construction du réel. Et d'autre part, je ne sais pas, disons les intégristes religieux qui pensent que tout est dans la foi et que toute forme de pensée rationnelle est intenable. Tout cela est tellement naïf et tellement pauvre à mon avis. Ce que j'aimerais que nous comprenions ici, c'est que le monde est toujours un peu plus complexe et donc un peu plus beau finalement que ce que les postures caricaturées et violentes dans leur refus de prendre en compte leurs propres limites finalement proposent aujourd'hui. Vous voyez, on parle beaucoup en ce moment de post-vérité. Post-vérité. Pourquoi faire?
pour essayer de contredire et de me prendre en défaut, en particulier les dirigeants politiques qui mentent. Mais c'est très bien ça, bien sûr qu'il faut faire ça. Il y a en effet du mensonge. Certains aujourd'hui dénient l'existence du réchauffement climatique. Certains aujourd'hui tentent de faire croire que le réel est purement conventionnel, alors même que nous allons à la catastrophe, que des gens et des animaux vont mourir en très grand nombre, et ont déjà d'ailleurs commencé à mourir à cause de notre manière de malmener cette planète. Il faut les rappeler à la vérité. C'est clair. Qui peut le contredire? Quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Non. Heureusement, on est d'accord. Il faut mener ce combat. Mais menons-le intelligemment. Ne remplaçons pas cette stupidité totalitariste qui nie la vérité et qui doit être combattue sans relâche, avec un autre totalitarisme qui interdit de réfléchir à la vérité. Parce qu'évidemment, que ça plaise ou non, le concept de vérité a évolué dans le temps. Le concept de vérité n'est pas le même pour toutes les cultures, chacune bien sûr étant persuadée que son acception est la seule possible. Si vous voulez, nier le réel ne vous fait pas avancer, quand bien même vous seriez réductionniste et penseriez qu'un seul concept est acceptable. Vous avez le droit de le penser. D'ailleurs, moi, je combats certains concepts de vérité que je pense effectivement inacceptables. On peut faire des choix, évidemment. Mais ne commençons pas par nier la diversité. Quand bien même on voudrait la réduire, il faut d'abord la voir. Vous voyez ? Donc essayez d'articuler, d'opposer à la dangerosité d'une négation de la vérité, qui est éthiquement grave et scientifiquement intenable. Ne lui opposez pas une caricature qui est tout aussi intenable, laissant entendre que les données sont pures, factuelles, évidentes, alors même que... Regardez. Je vous donne un exemple trivial, mais pour que vous compreniez. Je lâche 2 fois de suite la même craie. D'accord? Et je vous dis, je refais donc la même expérience dans les mêmes conditions. C'est vrai, non? Si je la lâche pareil, paf, elle tombe, paf, elle tombe. J'ai bien refait 2 fois de suite la même expérience. C'est un fait pur, sans interprétation. Ben non. C'est parce que j'ai déjà utilisé quoi? Le fait, par exemple, que votre état mental n'influe pas sur la chute de la craie. N'est-ce pas? J'ai implicitement supposé qu'entre les 2 expériences, bien que vous ne pensiez évidemment pas tous à la même chose, ça n'a rien changé la chute de la craie. Et j'ai eu raison de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai intégré 20 siècles de physique qui me permettent de dire qu'en effet, l'état mental des gens n'influe pas sur la chute des corps. Et c'est vrai de dire ça. Mais comment je sais que c'est vrai? Parce que j'ai déjà une construction du réel. Donc rien qu'en disant que je fais 2 fois de suite la même expérience, ce ne sont pas des données pures. Ça résulte déjà d'une construction expérimentale et théorique du monde qui m'entoure. Donc opposons toujours au mensonge une subtilité vérace et non pas une falsification qui tient de l'imposture. Imposture, c'est terrible ce mot, vous savez. Aujourd'hui, tout le monde l'emploie pour disqualifier la pensée de l'autre. La seule véritable imposture, c'est le manque de nuance. D'ailleurs, c'est beau comme mot, imposture. Ne pas avoir de posture. Ça serait génial de ne pas avoir de posture. Soyons donc des imposteurs en ce sens. Mais bien sûr, au sens commun, soyons au contraire des penseurs qui osent le défi de l'intelligence. C'est-à-dire de regarder effectivement les facettes multiples du réel, ce qui ne signifie pas, je le répète une fois de plus, qu'évidemment toutes les facettes sont justes ou que toutes les théories se valent. Il faudrait être fou pour le croire, et je serai le premier à m'insurger contre cette idée. Bien. Peut-être est-il temps, enfin, de s'extraire de l'introduction et de commencer la première partie de ce cours que j'aimerais être consacré à l'étude des mythes fondateurs et des grandes cosmogonies anciennes. Alors pourquoi faire ça? Parce que, voyez-vous, il est difficile d'observer les incomplétudes majeures dans nos modèles, précisément parce que nous sommes trop proches d'eux. Nous ne jouissons pas de la distance intellectuelle qui nous permet de cerner ce qui en était les erreurs ou les approximations tellement grossières qu'elles n'étaient pas identifiées comme telles. Donc, pour être clair, ce qui va m'intéresser maintenant,
Ce n'est pas un cheminement historique nous conduisant à étudier l'ensemble des cosmologies telles qu'elles se sont présentées à travers l'histoire. Ça serait fascinant. Je n'ai pas forcément la compétence pour le faire et vous n'êtes pas là à ce dessein. Ce qui va m'intéresser, c'est simplement de prendre quelques exemples pour que nous puissions poser cette question essentielle. Notre science d'aujourd'hui est-elle un nouveau mythe? Je crois que c'est très important de faire face à cette question. Parce que vous le savez, bien sûr, toutes les époques se sont crues détentrices de la vérité. Et donc, nous croyons souvent l'être aussi. Est-ce à raison? A-t-on véritablement changé quelque chose de radical qui fait qu'aujourd'hui, enfin, nous savons ce qu'est le monde? Ou bien sommes-nous finalement dans la construction d'un nouveau mythe? Bien sûr, là encore, vous l'imaginez, les réponses outrées à cette question, d'un côté comme de l'autre, seront inacceptables. Et je nous proposerai plutôt, à titre de matériau à travailler, bien sûr, une posture non pas intermédiaire, mais au moins composant avec ces deux piliers extrêmes et vraisemblablement intenables en tant que tels. Bon, c'est un choix, hein, si on avait un temps infini, moi j'aimerais aussi vous parler de la cosmologie en peinture, par exemple. Je pense qu'il y a une cosmogonie chez Van Gogh qui est absolument géniale, et toute cette époque post-impressionniste, symbolique, disons deuxième moitié du 19e siècle, a été extraordinaire dans son rapport au réel et même dans son rapport au cosmos. Mais ce n'est pas dont il est question ici. Ce que j'aimerais plutôt, c'est que nous retracions quelques-uns des grands mythes qui ont nervuré l'histoire de notre représentation du cosmos. Alors, le mythe, vous voyez, c'est une pensée complexe parce que le mythe, on ne le voit jamais quand on le vit. Le mythe, c'est le nom du monde pour celui qui est dans ce mythe. Quand on l'identifie en tant que mythe, c'est déjà qu'il ne fonctionne plus, n'est-ce pas? C'est parce qu'aujourd'hui, nous lisons les Grecs comme des poètes ou comme des philosophes que nous pouvons cerner la dimension mythique de leur pensée. Mais bien sûr, le mythe grec était le monde pour un grec. Mon ami Paul Veyne, un longtemps titulaire de la chaire d'histoire romaine du Collège de France, a écrit un très beau livre qui se nomme « Les Grecs croyaient-ils à leur mythe ?» Et finalement, sa réponse est « La question n'a pas de sens, bien sûr, parce que le mythe était pour eux le nom du réel. » Et donc, c'est très intéressant, je crois, que nous scrutions quelques-uns de ces mythes pour comprendre dans quelle mesure il y a des fondamentaux, il y a des différences. Il y a ici quelque chose qui est du domaine du non-dit de la pensée. Vous voyez, ce qu'on a déjà identifié comme une hypothèse, c'est plus du mythe, parce qu'on sait que peut-être c'est sujet à déconstruction ou à remise en doute. Mais dans le mythe, ce qui est important, c'est que les hypothèses ne sont pas même formulées, parce qu'elles sont considérées comme allant d'elles-mêmes. Et c'est ça qui est le plus dangereux. Évidemment, personne aujourd'hui ne sait dire ce qui est de nature mythique dans notre rapport au réel. Nous ne le savons pas. Mais je crois qu'une pensée ou une étude des mythes anciens est extrêmement féconde pour ce qui est à la fois de la compréhension des différences, parce qu'il y en a, radicales entre la science contemporaine et les mythes fondateurs, mais aussi peut-être d'un certain nombre de connivences qui doivent être acceptées, ou au moins, pas forcément acceptées d'ailleurs, mais qui doivent être observées de manière soit à les dépasser, soit à composer avec leur spécificité. D'accord ? Bon. Alors, la pensée mythique, elle a quand même une histoire torturée, hein, parce que typiquement de Thucydide jusqu'au XIXe siècle, le mythe, c'était le côté obscur de la force. C'était ce contre quoi il fallait penser, n'est-ce pas? Et c'est à partir de l'époque romantique que finalement le mythe a retrouvé quelques lettres de noblesse, parce que bien sûr, faisait à leur jour une pensée dans laquelle la dimension subjective, éventuellement sentimentale, émotionnelle et contractuelle du rapport au réel redevenait un tant soit peu signifiant. Alors, je vais faire quelque chose maintenant qui est très inopportun, et je m'en excuse par avance. Je vais faire un petit panorama. Voilà. Alors, les panoramas, vous savez, c'est jamais des bonnes choses, parce que c'est toujours approximatif, on rate toujours l'essentiel, on manque de subtilité et de consistance. Donc, vraiment, pardonnez-moi. Je vais citer quelques phrases sur de nombreux mythes qui ne leur rendront pas justice. Je voudrais juste le faire pour que nous ayons une sorte de petit matériau commun afin de poser des questions sur l'éventuelle universalité ou au contraire localité des pensées mythiques. Donc,
pardonnez-moi, ce n'est qu'une caricature pour tenter de construire ou déconstruire les spécificités des cosmologies anciennes. Alors je commence par quelques mots d'Asie. Alors l'origine du monde a eu droit à un traitement extrêmement important, en Inde en particulier, où la réflexion sur ce sujet s'est prolongée pendant environ 2 millénaires, et de très nombreuses voies ont été explorées, telles que le démembrement d'un homme cosmique, l'éclosion d'un œuf primordial, la création par la pensée d'un principe universel abstrait, et l'œuf, comme souvent d'ailleurs, a été choisi pour incarner la plénitude des innombrables potentialités d'un cosmos souvent cyclique. C'est intéressant, on y reviendra en cosmologie contemporaine, éclos à chaque aube d'une journée du dieu créateur Brahma et mort en crépuscule, tandis qu'il était d'ailleurs en gestation pendant la totalité de la nuit. Alors les mondes du Tibet et du Japon ont conservé certains traits de cet univers, mais revus à la lumière du bouddhisme et de leur tradition particulière et locale, le bouddhisme visant à rompre, comme vous le savez, avec le cycle des réincarnations successives qui était un des piliers de la foi hindouiste. La Chine, quant à elle, a déployé de très nombreux modèles du monde quant à ce qui concerne l'origine anthropologique de cette civilisation, mais étonnamment ne s'est pas intéressé de façon profonde, inquiète ou récurrente à l'origine de l'univers en tant que tel et en tant que système global. Quelques mots du Proche et du Moyen-Orient. Alors je pense bien sûr avant tout à l'Égypte, dans cette incroyable civilisation qui fut unifiée environ au IIIe millénaire avant Jésus-Christ et qui était, dirais-je, une véritable foire aux immortels, l'Égypte. Chaque cité importante avait son divin patron. Donc, par exemple, le démiurge, responsable de la création du monde, prenant la forme du dieu Amon à Thèbes, Ptah, le divin artisan à Memphis, l'Ogdoad, donc Ogdoad, ça veut dire les 8 piliers, n'est-ce pas, de la voûte céleste à Hermopolis, le dieu Khnum, patron du Nil, à Esna, et toutes ces cités avaient concocté leur propre cosmogonie, empruntant d'ailleurs parfois sans vergogne aux cités voisines. Le mieux connu de tous les cosmos égyptiens est sans doute celui d'Héliopolis, qui a peu à peu, dirais-je, imposé sa divinité tutélaire, à savoir le dieu Ré, le dieu soleil, à l'ensemble de l'Égypte. Il avait l'extraordinaire particularité de n'être pas éternel. Vous voyez, c'est un dieu très différent de celui auquel nous ont habitués les religions monothéistes du livre, incarné d'ailleurs par le serpent Apophis. L'ordre et l'harmonie se maintenaient, mais au prix d'une lutte constante du ciel et de la terre, qui vivaient dans une perpétuelle menace de la faim. C'est une pensée extraordinairement angoissée, et magnifique d'ailleurs dans cette angoisse. Alors ça, c'est une peur qu'ignorait Babylone, par exemple. Babylone, jusqu'à son agonie, au 1er siècle typiquement de notre ère, a été le centre religieux et politique de la région, en fondant sa cosmologie sur le grand poème de la création, qui compte le féroce combat qui opposa Marduk aux forces anarchiques et d'ailleurs archaïques menées par la vieille déesse Tiamat et le démembrement de cette dernière donnant lieu à la construction du ciel et de la terre à partir de son corps déchiqueté. Alors cette brutale pacification, pourrait-on dire, n'a pas eu d'ailleurs lieu dans tout le monde perse, où on trouve une grande diversité de pensées. Quelques mots d'Asie du Sud-Est, dont je pense en particulier à l'Indonésie, qui est, comme vous le savez bien sûr, le plus grand archipel du monde, avec 17 000 îles, dont les principales sont Sumatra, Java, Bornéo. Alors, cette mosaïque de langues et mosaïque de cultures se retrouve au niveau de ces cosmologies, et je dirais que ce qui est le plus marquant, c'est l'incroyable diversité des représentations du monde, avec pour seul leitmotiv une stratification, qui est presque universelle comme ça, où bien sûr les étages les plus bas et donc les plus terrestres sont inférieurs à la fois physiquement et symboliquement vis-à-vis des strates supérieures. Quelques mots d'Océanie. C'est une très belle cosmologie, très poétique. Alors, je pense bien sûr aux modèles aborigènes. Bon, vous savez qu'ils ont été récemment décimés, ça c'est très triste. Néanmoins, on a pu quand même comprendre quelque chose de leur rapport au monde.
Et pour eux, la création ne s'est pas faite ex nihilo. Le monde n'est pas sorti du grand rien par la volonté ou les actes d'entités surpuissantes, mais tout pour eux était déjà là, à l'état spirituel, je dirais de façon virtuelle, en puissance. Deleuze, par exemple, rappelle souvent que le virtuel ne s'oppose pas au réel, le virtuel s'oppose à l'actuel, ce qui est complètement différent. Le monde s'est mis en place en ère qu'ils appellent le temps du rêve, durant lequel les grands ancêtres sortirent de leur sommeil, réveillèrent les vivants, organisèrent la terre, firent jaillir les eaux et apprirent aux hommes ce qu'ils devaient savoir. Ce qu'ils devaient savoir. N'oubliez pas que dans la culture chrétienne, dans la Bible, nous fûmes damnés non pour avoir goûté à la luxure ou à la débauche, pas pour le sexe, pas pour le vol, pas pour le meurtre, mais pour avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance, ce qui en dit long. Quelques mots de la cosmologie africaine. Alors là encore, incroyable diversité. Donc je prends un exemple, celle des Dogons, donc c'est un peuple du Mali qui vit dans les falaises qui se trouvent au sud-ouest de la grande boucle du fleuve Niger. Alors c'est une cosmologie assez violente, avec inceste, mutilation, sang qui préside à la genèse d'un univers où un chapelet de mondes en forme de disque plat apparaissent comme prisonniers d'un serpent, les gestes du dieu créateur, Amma, les actes délictueux commis par le grand fauteur de troubles, original, qu'est le renard pâle, Ogo, germe du chaos. Les sacrifices nécessaires pour rétablir l'ordre final sont autant d'explications aux tabous, comme l'inceste, et de justifications aux pratiques rituelles, comme l'excision et la circoncision. Alors d'ailleurs, certains éléments de ce mythe ont laissé perplexes les scientifiques parce qu'ils prédisaient des étoiles doubles invisibles à l'œil nu qui se sont avérées être réelles. Quelques mots de la cosmologie d'Amérique centrale et du Sud. À quelques détails près, les mondes aztèques et mayas sont cousins germains. Un ciel divisé là encore en couches, en 13 couches, reposant sur des solides étais situés aux quatre coins d'une terre méticuleusement stratifiée, en dessous de laquelle s'empilaient les strates du monde obscur des morts. Toutes ces cosmologies ont connu une histoire avant notre ère, c'est-à-dire que l'univers est multiple du point de vue temporel, avec des divinités qui ont préexisté à celles qui sont actuellement à l'œuvre, notre monde étant d'ailleurs tôt ou tard voué à disparaître. Alors le changement est radical dès qu'on descend plus vers le sud et qu'on pénètre dans le monde de la forêt. Les Chimans, par exemple, une petite ethnie de Bolivie, qui vivent au pied des Andes, bien sûr, ont proposé un monde gorgé de vie de toutes sortes, animé par mille et un esprits, conditionnés par leur propre environnement. Ce sont en quelque sorte des cosmos à taille humaine qui font écho à l'environnement magnifique tant qu'il n'est pas encore complètement détruit dans lesquels vivent ces peuplades. Amérique du Nord, donc là encore, très très belle cosmologie, incroyablement émouvante par leur respect de la nature et des autres vivants. Je pense en particulier, à titre d'exemple, bien sûr, aux Hurons. Alors le Huron, c'était le surnom donné par les colons aux Indiens Wendat, qui sont un peuple sédentaire dans l'actuelle province canadienne de l'Ontario. Alors cosmologie assez étonnante, où toutes les créatures vivantes, y compris les plus modestes, mais elles ne devraient pas, à mon sens, être étonnantes, même les plus petites et les plus apparemment insignifiantes sont traitées sur un pied d'égalité avec l'homme, ce qui témoigne bien sûr d'une grande osmose avec l'environnement naturel. Et c'est une des rares mythologies où les bâtisseurs de mondes ne sont ni des êtres surnaturels, ni des géants aux pouvoirs infinis, ni des dieux, mais des animaux. La grande tortue qui porte la terre sur son dos, la petite tortue qui a fait le soleil, la lune, chevreuil et l'arc-en-ciel. Quelques mots des cosmologies arctiques. Donc je pense en particulier à la Sibérie, qui est un continent presque à elle toute seule, immense, quantité de mythes, mais le plus répandu qui se retrouve en Mongolie et jusqu'à l'Europe centrale, c'est celui du plongeon d'un oiseau, voire parfois d'un dieu, qui va chercher au fond d'une mer primordiale le matériau nécessaire à la construction de la Terre.
La plupart des Sibériens ne concevaient le monde que comme une espèce de gratte-ciel cosmique avec un empilement d'étages surpeuplés d'esprits qui communiquaient tous par un arbre gigantesque, ce qui bien sûr fait écho au fameux Yggdrasil. Et je ne vais pas parler de cosmologie européenne, quoique la cosmologie viking et que les cosmologies celtes soient extrêmement intéressantes, mais je développerai plus en détail la semaine prochaine la cosmologie grecque, qui est quand même celle dont nous sommes les héritiers et qui, bien sûr, joue un rôle absolument privilégié de notre culture. Alors le mythe, c'est quelque chose de très subtil, n'est-ce pas? Le mythe se distingue de la légende, du conte et du roman, parce que la légende suppose toujours quelques faits historiques identifiables, parce que le conte se veut toujours inventif mais sans expliquer, parce que le roman, lui, tente d'expliquer mais souvent avec peu de fondement. Donc le fondateur de l'anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss, disait « La valeur intrinsèque attribuée au mythe provient de ce que les événements, censés se dérouler à un moment particulier du temps, forment aussi une structure permanente. Celle-ci se rapporte simultanément au passé, au présent et au futur. Je dirais que la parole mythique est performative et agentive. Ça, c'est quelque chose de très fondamental, et vous voyez que ça va conférer à la pensée mythique une portée spatiale et temporelle extraordinairement importante. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais souligner finalement, c'est que l'intérêt du mythe pour la cosmologie, c'est qu'il constitue certainement notre atomos culturel, primitif, commun. Pardonnez-moi, je le dis en grec, c'est pas du tout par pédantisme, hein, mais c'est parce que si je dis atome, on va penser aux constituants de la matière. Là, je veux vraiment dire notre insécable, vous voyez. Le mythe, c'est ce par quoi nous communions et communiquons, et ce dans quoi se fonde le creuset de nos rapports au réel absolument partagés. Au moins dans une civilisation donnée, naturellement. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que cette inaltérable de notre histoire commune relève toujours d'un régime de signes. Il y a toujours une sémiotique derrière la mythique et d'une intentionnalité. On le verra avec les Grecs, bien sûr, pour qui tout est politique. Mais le mythe a un rôle. Il y va de la cohésion sociale du groupe dans lequel il se déplie ou se déploie. Vous voyez, le mythe n'est pas seulement une tentative de connaissance abstraite ou éthérée du monde qui l'entoure. Le mythe a un rôle. Il est écrit pour quelque chose. Il est structurant. Il est presque toujours politique. Il définit parfois davantage les hommes qui s'y retrouvent que le monde dans lequel ces humains vivent. C'est ça qui est important. Et puis le mythe, c'est un matériau à façonner. Évidemment, tous les bons écrivains vous diront « J'attends de mes lecteurs d'être aussi des co-auteurs », c'est un lieu commun. Mais pour le mythe, c'est vrai. C'est-à-dire que le mythe, il est là pour être travaillé, pour être complété. Et c'est très important qu'il soit issu d'une tradition orale. Si un jour vous racontez ce que je vous engage à faire, la légende d'Achille aux longs cheveux et moellé à vos enfants, racontez-la, ne la lisez pas. Vous pouvez lire Homère de la journée pour vous remémorer l'histoire, mais ensuite racontez-la. Parce que quand vous raconterez l'histoire, vous la mettrez en résonance avec les inquiétudes et les angoisses de celui qui l'écoutera. Parce que inconsciemment ou consciemment, vous l'adapterez à ses besoins et à ses attentes. Et là, vous pourrez le faire fonctionner en tant que mythe, c'est-à-dire en tant que substance inachevée qui attend de vous une réappropriation. C'est ça qui le fait fonctionner en tant que mythe. Homère est le poète des poètes, peut-être le plus génial d'entre tous, avec son hexamètre dactylique. Mais Homère, déjà, ne fonctionne plus en tant que mythe, parce que quand il écrit l'Iliade et l'Odyssée, il les fige, dans une parole sublime, évidemment, mais il les fige. Vous voyez, ils deviennent écrits. Alors moi, ce qui me frappe dans les quelques textes que nous avons, quelques récits que nous avons trop rapidement survolés, c'est quand même d'abord l'incroyable diversité de ces rapports au monde. Et là encore, permettez-moi d'y lire une invitation à la modestie. Je ne nous ai parlé que de la pensée humaine, évidemment, pas de celle des animaux ou des extraterrestres, je ne la connais pas.
et de la pensée humaine à un moment donné de son histoire. Bien sûr, entre les Égyptiens et les Inuits, il y a du temps qui s'est passé, mais à l'échelle géologique, ou à l'échelle de la vie, c'est un temps dérisoire. Donc, il ne s'agit là que du rapport au monde d'une espèce, à un instant donné de la pensée. Et vous voyez déjà l'extraordinaire diversité des mondes dans lesquels nous vivons. Et là encore, s'il vous plaît, ne faites pas comme ceux qui sont incapables de pensée subtile, et il y en a trop. Ne voyez pas ici l'invitation à un relativisme nihiliste. Bien sûr que non, tout ne se vaut pas. Bien sûr que non, tout n'est pas possible. Bien sûr que non, tout n'est pas vrai. Et je le sais bien en tant que scientifique, il y a de bonnes et de mauvaises théories. Je ne vous dis pas que tout se vaut. Je ne vous le dis pas. C'est clair. Mais je vous invite néanmoins à faire face à cette diversité, parce qu'elle existe, que ça plaise ou non. À la comprendre, et peut-être à en apprendre quelque chose quant à notre incapacité à une pensée strictement absolue et globale de l'environnement. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas, de voir que tous ces hommes de la même planète, presque à la même époque, vivent dans des mondes finalement si différents. Qui peut dire celui qui est dans le vrai? Ah bien sûr, nous avons, comme tous les autres, l'impression que notre société contemporaine occidentale connaît la vérité, mais enfin, ces sensations, ils l'avaient aussi, bien sûr. Alors, en contrepoint de cette incroyable différence, que je trouve très belle, finalement, très belle, très étonnante, il y a aussi des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est peut-être d'abord l'existence du mythe. Il y a des mythes. On ne pense pas, on ne vit pas sans mythe, semble-t-il. Peut-être n'y en a-t-il plus aujourd'hui, ou peut-être n'avons-nous pas encore identifié notre mythe, ce qui est nécessaire tant qu'il fonctionne en tant que mythe. Nous le saurons dans quelques millénaires. Et puis, ce qui est quand même très beau, c'est que tous ces mythes, aussi différents soient-ils, fonctionnent, me semble-t-il, sur un régime de porosité. C'est-à-dire qu'ils sont des passeurs entre les disciplines. Tous ces mythes empruntent aux autres savoirs, permettent aux savoirs de diffuser les uns en les autres, les organisent, parfois les réduisent. La pensée mythique est dangereuse, parfois. Jean-Luc Nancy, mon ami, le grand philosophe, a par exemple montré les collusions qui existent souvent entre le recours au mythe et les pensées totalitaires. Mais on n'est pas ici pour juger, n'est-ce pas? Ça serait stupide. On ne va pas distribuer des bons et des mauvais points au mythe. Donc il y a danger à la pensée mythique. Et il y a beauté à la pensée mythique. Comme pour la science, vous savez. On comprend la structure intime de la matière et on fait la bombe atomique. Et alors, peu importe, enfin non, peu n'importe pas qu'on fasse des horreurs, bien sûr, mais peu importe en termes épistémiques. Ça n'ôte rien à la qualité de la pensée, qu'elle soit éventuellement utilisable à des fins tout à fait répréhensibles, naturellement. Donc, diversité du mythe, mais fondamentale en ceci que le mythe est hétéronome. Donc hétéronome, ça signifie le contraire d'autonome. Ça veut dire que finalement, ce qui va se jouer avec le mythe, c'est toujours une sorte de tension comme ça vers l'extérieur. C'est le sens du mot existence d'ailleurs. Ce désir d'autre, ce désir d'aller vers, ce pas comme ça, comme un incoatif de mouvement pour mettre en lien ou en résonance ou en dissonance, vous voyez, des champs disciplinaires éventuellement différents. Donc bien sûr, il serait ridicule de croire que la physique contemporaine est similaire à la cosmogonie des Dogon. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Elle est pétrie de spécificité et de singularité qui lui donnent sa dignité. Ça ne signifie pas qu'elle est pour autant une pure rationalité absolument dénuée de contamination culturelle, historique, sociétale et temporelle. Et je crois que la compréhension, ou au moins la connaissance de la pensée mythique, va nous permettre d'appréhender, avec, j'espère, un peu plus de nuance, la pensée scientifique contemporaine, pour comprendre à quel point elle est belle, précieuse, spéciale et nécessaire face à tous les obscurantismes qui gangrènent notre temps, mais à quel point elle procède aussi, bien sûr, d'une part, de construction, comme toutes les inventions ou toutes les découvertes humaines. Alors, dans les semaines à venir, nous allons comprendre plus en détail la cosmologie grecque,
et en venir ensuite à la cosmologie physique. Et là, je vous le rappelle, l'enjeu finalement, ça sera sans doute, non pas de dépasser cet idiot, mais au moins de proposer une alternative à la vision kantienne et newtonienne. Vous savez, Kant, dans la critique de la raison pure, la première critique, supposait finalement qu'il n'y avait rien à dire sur l'espace et le temps. Ils étaient donnés, ils étaient a priori. Et ce que nous allons peu à peu comprendre, c'est qu'en physique, en réalité, et c'est remarquable, l'espace et le temps peuvent devenir les objets d'un discours. Il va devenir possible de mettre en œuvre une étude scientifique, à la fois expérimentale et théorique, de l'espace et du temps. Et vous verrez que s'il y a du mythe, et il se peut qu'il y en ait, il n'y a pas que du mythe. Il y a aussi une forme d'intersubjectivité forte qui va nous permettre de comprendre que des choses essentielles peuvent être dites et mises à l'épreuve sur la nature du cosmos et sur la nature de la trame spatio-temporelle qui finalement constitue le contenant de l'univers au sein duquel les galaxies vont constituer pour nous les contenus élémentaires jouant le rôle de traceurs. Bien, exceptionnellement, on ne fait pas de questions ce soir pour les raisons que je vous avais précisées. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.